j'ai empoisonné le café de ma belle-sœur ce matin-là, pas assez pour la tuer, juste pour qu'elle passe les 8 heures suivantes à vomir ses tripes dans les toilettes en marbre de son appartement du Marais, en se demandant si c'était la fin du monde ou le début de la mienne. Mon mari, cet idiot bienveillant, m'a surprise en rentrant plus tôt du bureau, les yeux écarquillés comme un enfant pris la main dans le pot de confiture, mais au lieu de hurler, il a ri un rire nerveux, complice, comme si on partageait enfin un secret sale. Et là, j'ai su, la vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre dans les veines, lent et inexorable, comme le poison que j'avais dosé avec la précision d'un horloger suisse. Paris, cette ville qui avale les âmes comme un égout gourmand, m'avait toujours semblé un refuge. J'y étais arrivé à 25 ans, avec un diplôme de la Sorbonne en poche et un cœur gonflé d'ambition maladroite. C'était l'époque où les rues pavées du quartier latin résonnaient encore de mes rires étouffés, quand je croyais que l'amour pouvait être une équation simple, un homme plus une femme plus un avenir radieux égale éternité. Mais la vie, cette salope capricieuse, a d'autres plans. Mon nom est Claire Duval, et si je vous raconte ça aujourd'hui, ce n'est pas pour me confesser à un prêtre ou à un psy de la rue de Rivoli, mais pour exorciser les fantômes qui me rongent encore les nuits, quand le sommeil refuse de venir et que les ombres dansent sur les murs de mon 2 pièces à Belleville. Tout a commencé un soir d'octobre 2017, sous un ciel bas et lourd comme une menace suspendue. Marc et moi étions mariés depuis 3 ans. Il avait 40 ans, un poste de cadre chez une banque d'affaires dans le 8e arrondissement, avec ses costumes sur mesure qui le faisaient ressembler à un mannequin de chez Hermès ou élégant, distant, un peu trop parfait pour être vrai. Moi, j'étais professeur de littérature au lycée Victor Hugo de la rue de Passy, un job modeste qui me permettait de noyer mes frustrations dans les pages jaunies de Proust et de Balzac. On vivait dans un appartement haussmannien du 16e, avec vue sur la Seine qui scintillait comme un serpent d'argent les soirs d'été. C'était le genre de vie que les magazines comme Elle dépeignent comme l'idéal parisien, dîner aux chandelles chez l'ami Louis, week-end à Deauville, et ces silences complices autour d'un verre de Sancerre. Mais sous la surface lisse, il y avait des fissures. Marc avait une sœur, Élodie, une parasite professionnelle de 35 ans qui sautillait de job en job comme une puce sur un chien galeux. Elle vivait à Montmartre, dans un loft qu'elle avait emprunté à un ex-amant, et passait ses journées à peindre des toiles abstraites que personne n'achetait, sauf pour les offrir à des tombolas de charité. Élodie était le chouchou de la famille Duval, celle qu'on pardonnait tout parce qu'elle avait eu du talent, selon Marc. Moi, je la voyais pour ce qu'elle était, une sangsue émotionnelle, toujours à geindre sur ses dettes, ses amours foireux, ses rêves brisés. C'est ma petite sœur, Claire, me disait-il chaque fois que je protestais. On ne laisse pas couler la famille. Ce soir-là, on était rentré d'un dîner chez ses parents, à Neuilly. La conversation avait tourné autour d'Élodie, comme d'habitude. Elle avait perdu son boulot de serveuse encore une fois ou écroulait sous les factures. Marc avait bu un peu trop de Bordeaux, ses joues rougissantes sous la lumière tamisée de notre salon. Je vais lui prêter de l'argent, avait-il lâché, comme si c'était une évidence, un bon samaritain en costard. J'avais ri, nerveusement. Combien ? 40 000 €. C'est pour l'aider à se relancer. Elle a un projet d'atelier d'art. 40 000. Notre épargne pour la maison de campagne en Normandie, celle qu'on rêvait d'acheter pour élever nos futurs enfants. J'avais senti un froid glacial m'envahir, comme si on m'avait giflé avec un chèque invisible. Tu n'as pas le droit de décider ça sans moi, avais-je murmuré, la voix tremblante. Il s'était tourné vers moi, les yeux plissés, ce regard paternaliste qu'il réservait aux subalternes au bureau. C'est notre argent, Claire. Notre. Et la famille passe avant tes caprices. Caprice. Le mot avait claqué comme un fouet. J'avais quitté la pièce, le cœur battant, et passé la nuit à fixer le plafond, écoutant le tic-tac de l'horloge qui semblait compter les secondes jusqu'à l'explosion. Le lendemain, il avait fait le virement. Sans un mot. J'avais découvert le relevé bancaire sur la table de la cuisine, comme une sentence de divorce déguisée en facture. 40 000 € envolés, vers le compte d'Élodie. J'avais appelé ma meilleure amie, Sophie, une avocate au palais de justice, et elle m'avait dit, c'est ton mari, pas un voleur. Mais si ça te ronge, confronte-le. Confronter Marc. C'était comme essayer de faire plier un chêne centenaire avec un cure-dent. Au lieu de ça, j'avais souri, préparé le dîner, et enfoui la rage au fond de mon ventre, là où elle pouvait fermenter en silence. Les semaines suivantes furent un lent supplice. Élodie nous remercia par un texto larmoyant, « Merci, grand frère, tu es mon sauveur. Claire, tu es une belle sœur en or. En or, mon cul. »
Elle dépensa l'argent en un rien de temps, un voyage à Ibiza avec un artiste douteux, des fournitures pour son atelier qui finirent dans un placard, et une nouvelle garde-robe de fringues vintage qu'elle exhiba sur Instagram comme des trophées. Marc, lui, rayonnait de fierté fraternelle, me tapotant l'épaule comme on console un enfant boudeur. Tu verras, elle va s'en sortir grâce à nous. Nous. Le mot me brûlait la langue. Je commençais à noter tout dans un carnet secret, caché sous une pile de cahiers de lycée. Les dates, les montants, les mensonges d'Élodie sur ses progrès. La psychologie humaine est une chose fascinante, vous savez? Chez moi, la trahison n'était pas un coup de poignard, c'était une érosion, goutte à goutte, qui creuse des canyons dans l'âme. Je lisais Freud le soir, tard, quand Marc ronflait à côté de moi. La civilisation et ses mécontentements, murmurais-je en tournant les pages. Oui, j'étais mécontente. Profondément. Un soir, lors d'un dîner familial chez les parents de Marc, Élodie arriva les bras chargés de cadeaux, des écharpes en cachemire pour sa belle-sœur si généreuse. Elle me serra dans ses bras, son parfum bon marché me donnant la nausée. Claire, sans toi, rien n'aurait été possible. Marc hocha la tête, approbateur. J'avalai ma bouchée de foie gras en souriant, mais intérieurement, je visualisais déjà la scène, Élodie, pliée en deux, suppliant qu'on l'emmène à l'hôpital. Pas encore. Pas tout de suite. La vengeance, c'est comme un bon vin, il faut le laisser mûrir. Les mois passèrent, et notre mariage devint une coquille vide. Marc rentrait tard, invoquant des réunions, moi, je corrigeais des copies en imaginant des intrigues shakespeariennes où les traîtres finissent empoisonnés. J'arrêtai la pilule sans lui dire pas par accident, mais par calcul froid. Pas d'enfant pour l'instant. Pas tant que cette dette planait au-dessus de nous comme une épée de Damoclès. Sophie me conseilla un thérapeute, mais je refusai. Je gère, dis-je. Et je gérais, oh oui. En silence, en profondeur. Un an après le virement, Élodie nous invita à son vernissage dans une galerie miteuse de Pigalle. Ses toiles étaient des gribouillis colorés, vendus à des amis par pitié. Marc y alla, extatique, moi, je prétextais une migraine. Seul dans l'appartement, j'ouvris mon carnet et écrivis, jour 387. La graine est plantée. 40 000 €. 8 ans. Le temps est un allié impitoyable quand on sait l'attendre. Les années suivantes furent un lent glissement vers l'abîme, un de ces descentes aux enfers que Dostoïevski aurait décrites avec une précision chirurgicale. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés bondés, devint mon décor de théâtre personnel, où chaque passant semblait conspirer contre moi. Marc et moi, on maintenait les apparences, des vacances à la Côte d'Azur, des dîners avec des collègues où je jouais la parfaite épouse, riant aux blagues grasses sur les marchés boursiers. Mais la nuit, quand la ville s'endormait sous un voile de brume, je me levais et marchais pieds nus sur le parquet froid, traçant des plans dans ma tête comme un général en campagne. Élodie, bien sûr, ne changea pas. L'argent disparut aussi vite qu'il était venu, et bientôt, ce furent de nouveaux appels au secours. Juste 5 000 pour un loyer en retard, suppliait-elle au téléphone, sa voix sirupeuse filtrant à travers le haut-parleur. Marc, ce crétin sentimental, craqua à nouveau. Pas 40 000, mais des milliers par-ci par-là, saignaient de notre compte joint comme des saignées médiévales. Je protestai, une fois, 2 fois, mais il balaya mes objections d'un geste las, c'est de la famille, Claire. Tu ne comprends pas ça, toi, avec tes parents paysans en Bretagne. Mes parents paysans. Le coup bas qui me fit bouillir. Eux, qui avaient trimé toute leur vie dans une ferme près de Quimper, sans jamais demander un sou. Je commençais à me venger en petits riens, ces pics subtils qui rongent l'âme sans laisser de traces. Lors d'un Noël chez les Duval, je m'oubliais d'apporter le vin que j'avais promis à un Bourgogne millésimé que Marc adorait. Élodie, sentant la tension, tenta de me cajoler, « Claire, tu es si talentueuse en cuisine. Fais-nous ton gratin dauphinois légendaire. » Je souris, et préparai un plat fade, sans ail ni crème, en expliquant que j'étais au régime. Marc fronça les sourcils, mais ne dit rien. Ces micro-trahisons me donnaient un goût de pouvoir, un avant-goût du plat froid que je mijotais depuis 8 ans. Professionnellement, je m'enfonçais dans mon rôle de professeur. Mes élèves, ces adolescents tourmentés du 16e, me servaient de miroir, leur rébellion juvénile contre des parents absents reflétait ma propre rage contenue. Je leur faisais lire Madame Bovary, et pendant les débats, je glissais des commentaires acides sur l'infidélité conjugale. Emma cherche la liberté, mais c'est l'arsenic qui la libère vraiment, disais-je,
et les gamins riaient, sans saisir la lame sous le velours. Un soir, après une correction tardive, je tombais sur un article dans Le Monde, une affaire de fraude familiale, une sœur qui avait ruiné son frère par des prêts fictifs. Mon cœur s'emballa. Et si je contactais Sophie, discrètement. J'ai besoin de conseils légaux. Pas pour divorcer, pour protéger ce qui est à moi. Elle m'écouta, les yeux plissés par-dessus ses lunettes. Claire, tu parles comme une criminelle en herbe. Qu'est-ce qui te ronge comme ça? Je lui racontai tout, les 40 000, les saignées continues, la sensation d'être une étrangère dans mon propre mariage. Elle secoua la tête. Séparer les comptes. Et si tu veux jouer dur, fais-le clean, un notaire, des contrats. Clean. Le mot me fit sourire. Ma vengeance ne serait pas propre, elle serait viscérale, comme un uppercut au plexus. Les deuxième et troisième années passèrent dans un brouillard de routine empoisonnée. Marc grimpa les échelons à la banque, devint directeur adjoint, et nos dîners devinrent plus formels, servis par des traiteurs. Élodie, elle, multiplia les projets, un blog d'art raté, une collaboration avec un galeriste véreux qui la planta là avec des dettes. Toujours, Marc payait. Je vis nos rêves s'évaporer, la maison en Normandie devint un fantasme, nos économies un puissant fond. Je commençai à économiser en secret, un compte à mon nom seul, chez une banque anonyme du 2e arrondissement. Chaque euro déposé était une brique dans mon mur de revanche. Psychologiquement, c'était une descente en spirale. Je rêvais d'Élodie, nue et suppliante, rampant à mes pieds dans les égouts de Paris. Freud aurait dit que c'était le retour du refoulé, moi, je disais que c'était la justice poétique en gestation. Je lisais des thrillers, La fille au piano de Sébastien Fitzek, et m'identifiais à ces héroïnes brisées qui ourdissent des plans machiavéliques. Un jour, lors d'une promenade solitaire le long de la Seine, je m'arrêtai près du pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des menottes. Je jetai un vieux cadenas symbole de notre mariage dans l'eau trouble. Adieu, murmurai-je. Marc ne remarqua rien, il était trop occupé à cocher les cases de sa vie parfaite. 4 ans après le premier virement, la bombe éclata. Élodie appela en pleurs, enceinte, abandonnée par son amant, sans un sou. J'ai besoin de toi, grand frère. Pour le bébé. Marc blêmit, puis se tourna vers moi, on va l'aider. C'est un Duval. Je sentis la rage monter, un volcan prêt à cracher sa lave. Pas notre enfant, Marc. Pas notre fardeau. La dispute fut épique, dans notre cuisine immaculée, avec les couteaux de chez Dehirins luisants comme des menaces. Il hurla, tu es égoïste, Claire. Froide comme un poisson. Froide. Le mot me traversa comme une balle. Je quittai l'appartement ce soir-là, chez Sophie, et passai la nuit à pleurer, non de tristesse, mais de clarté soudaine. La revanche n'attendrait plus. Le lendemain, je revins, calme, calculatrice. D'accord pour l'aider. Mais avec des conditions. On mit en place un fonds pour l'enfant, supervisé par un notaire. Élodie accepta, géniarde. Mais en privé, je jurai, 8 ans. 8 ans pour que la roue tourne. Et elle tourna, inexorablement. À la 5e année, Paris avait perdu de son éclat pour moi. Les lumières des Champs-Élysées me semblaient des néons criards, masquant la pourriture sous-jacente. Marc et moi, on vivait côte à côte comme des colocataires polis, nos conversations réduites à des échanges sur le réfrigérateur vide ou les factures EDF. Le sexe avait disparu, remplacé par des silences lourds, ponctués de mes insomnies et de ses ronflements coupables. Élodie accoucha d'un garçon, qu'elle nomma Théo, un petit être innocent qui devint le nouveau prétexte pour pomper notre sang. Juste pour les couches, disait-elle. Puis ou pour l'école maternelle. Marc, père de substitution ratée, envoyait des chèques mensuels, les yeux humides de fierté mal placée. Moi, je m'étais métamorphosé. L'ancienne Claire, celle qui citait Verlaine en rougissant, avait cédé la place à une femme aiguisée comme une lame de rasoir. Je gravis les échelons au lycée, devins chef de département, et commençai à écrire un journal intime qui dérivait vers un roman, un récit de trahison domestique inspiré de ma vie. Les dettes de sang l'appelais-je provisoirement. Mes élèves adoraient mes cours sur le théâtre de l'absurde, où je disséquais en attendant Godot comme une autopsie de mon mariage. L'attente est la pire des tortures, leur disais-je, et ils hochaient la tête, inconscient que je parlais de moi. Sophie, ma confidente, me poussait à divorcer. Tu te destroies, Claire.
Ils te volent ton âme, euro par euro. Mais divorcer? C'était trop facile, trop propre. Non, je voulais qu'ils ressentent la même érosion, la même perte invisible qui me rongeait. Je commençais à collecter des preuves, relevés bancaires photocopiés, textos d'Élodie suppliants, même des enregistrements vocaux que je faisais en douce lors des dîners familiaux. C'est pour un jour, expliquai-je à Sophie. Elle haussa les épaules, si tu deviens folle, appelle-moi avant les flics. 6 ans. Le cap était franchi, et avec lui, une étrange sérénité. Marc, sentant peut-être le vent tourner, tenta une réconciliation, un week-end à Venise, dans un hôtel surplombant le Grand Canal. On se promena main dans la main, comme au début, et pendant une nuit, sous les draps de soie, je feignis l'extase, murmurant des « je t'aime » vides. Mais au matin, en voyant son visage apaisé, je sus que c'était le dernier. Raconte-moi tout sur Élodie, demandai-je, feignant la curiosité. Il parla des heures, des dettes d'enfance, de la mère morte trop tôt qui les avait liés comme des siamois. Elle est ma faiblesse, avoua-t-il. Faiblesse. Le mot devint mon mantra. De retour à Paris, je passai à l'action subtile. J'anonymais des lettres à la banque de Marc, suggérant des irrégularités dans ses comptes, rien de grave, juste assez pour déclencher un audit interne. Il paniqua, rentra tôt, me confia ses doutes. Quelqu'un me sabote. Je le serrai dans mes bras, apaisante, c'est le stress, mon amour. Intérieurement, je jubilais. La paranoïa est une compagne fidèle, elle mine les fondations. Élodie, pendant ce temps, s'enlisait. Théo grandissait, un gamin blond aux yeux tristes, que je rencontrai lors d'un anniversaire. Il me tendit un dessin maladroit, une famille sous un soleil radieux. Tata Claire, dit-il. Le mot me transperça. Tata. Comme si j'étais complice de ce vol institutionnalisé. Je l'embrassai sur le front, mais jurai en silence, l'innocent ne paierait pas. C'étaient les adultes, les égoïstes, qui récolteraient la tempête. 7 ans. Le poison psychologique atteignait son zénith. Je rêvais moins d'Élodie vomissant, maintenant, c'était Marc, le visage déformé par la ruine, suppliant à genoux. Je consultais un pharmacien discret dans une officine du 18e, posant des questions anodines sur les laxatifs puissants, les substances indétectables. Pour une recherche, mentis-je. Il cligna de l'œil, complice. Pas pour tuer jamais mais pour humilier, pour rappeler que le contrôle peut basculer en un instant. Un soir d'hiver, lors d'un repas chez les parents, Élodie lâcha la bombe, elle se mariait. Avec un certain Laurent, un promoteur immobilier bedonnant qui puait le cigare cubain. Il va m'offrir une vie de rêve, gazouilla-t-elle, exhibant une bague clinquante. Marc leva son verre, ému, moi, je portais un toast silencieux à la brièveté des illusions. Laurent, je le pistai discrètement, un escroc notoire, avec des casseroles judiciaires en province. Parfait. La roue tournait. 8 ans jour pour jour après le virement initial, je me tins devant le miroir de notre salle de bain, appliquant un rouge à lèvres écarlate comme du sang frais. Marc dormait encore, Élodie m'avait invité à un brunch célébration dans son nouveau loft du 3e, cadeau de noces anticipé de Laurent. J'avais préparé le café la veille, infusant une dose précise de séné en poudre inoffensif, mais dévastateur pour les intestins. Pour la digestion, pensais-je en versant. Le reste était une question de timing. Le brunch se déroula dans une atmosphère feinte de joie, sous les poutres apparentes du loft d'Élodie, où l'odeur de croissant frais masquait à peine celle de la peinture récente. Laurent était là, rougeaud et expansif, serrant des mains comme un politicien en campagne, vantant ses projets immobiliers à Montreuil. Élodie, rayonnante dans une robe fluide, virevoltait entre les invités ou des artistes fauchés et des cousins du Val distribuant des mimosas comme des hosties sacrées. Théo courait entre les jambes, un ballon à la main, inconscient du théâtre qui se jouait. J'arrivais en dernier, un panier de fruits exotiques à la main, mangue et ananas, innocent en apparence. Mais dans ma sacoche, le thermos de café, tiède et tentant. J'ai apporté du café maison, Élodie. Ton préféré, corsé et parfumé. Elle s'illumina, ignorant le piège. Claire, tu es un ange. Un ange. Le mot me fit presque pouffer. Pendant que les autres picoraient, je servis les tasses, dosant avec précision, une rasade généreuse pour elle, un soupçon pour les autres. Marc n'était pas là où une réunion d'urgence à la banque, ironie du sort. La conversation dériva sur les souvenirs. 8 ans déjà que Claire et Marc nous ont sauvés, lança Élodie,
levant sa tasse en un toast maladroit. Les invités sourirent, moi, je fixais le liquide ambré, imaginant les crampes à venir. Sans vous, je n'aurais pas Théo, ni cet appartement. Laurent hocha la tête, possessif, maintenant, c'est moi qui prends le relais. Prends le relais. Comme si c'était un bâton de relais, et non une chaîne. 1 heure passa, paisible. Puis, les signes apparurent. Élodie pâlit, porta une main à son ventre. Un peu de nausée, murmura-t-elle, s'excusant pour aller aux toilettes. Les invités compatirent, moi, je sirotais mon thé clair, impassible. Bientôt, ce furent des allées et venues frénétiques, des excuses bredouillées. Laurent fronça les sourcils, « Qu'est-ce qui t'arrive, chérie ?» Elle ne répondit pas, enfermée dans la salle de bain carrelée de blanc, où les sons étouffés trahissaient son supplice. Les autres partirent à un, mal à l'aise. Je restai, pour aider. Quand elle émergea enfin, livide et tremblante, je l'aidai à s'asseoir sur le canapé en velours gris. C'est rien, juste. Une intoxication alimentaire, balbutia-t-elle. Je hochai la tête, compatissante, peut-être le café. J'ai du mal le préparer. Ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de suspicion. Mais la douleur revint, plus forte, et elle se plia en deux, gémissant. J'appelai les pompiers anonymement, depuis mon portable et attendis, le cœur battant d'une excitation froide. Ils arrivèrent vite, sirène hurlante dans la rue étroite. Élodie fut emmenée sur une civière, Laurent à ses côtés, paniqué. Ce n'est pas grave, assurai-je aux voisins curieux. Une mauvaise réaction. Seul avec Théo, qui pleurait dans un coin, je le serrai contre moi. Tata est là, murmurai-je. Il s'accrocha, confiant. L'innocence, ce bouclier fragile. À l'hôpital, on diagnostiqua une gastro-entérite aiguë, probablement due à un aliment contaminé. Élodie passa la journée branchée à une perfusion, vomissant tripes et boyaux sous les néons crus. Marc arriva en trombe, alerté par un appel de Laurent. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, les traits tirés. Je haussai les épaules, un brunch maudit, on dirait. Il me serra contre lui, reconnaissant ma présence d'esprit. Présence d'esprit. Si seulement il savait. Les jours suivants furent un tourbillon. Élodie rentra chez elle, faible, suspicieuse. « C'était ton café, Claire. » Coïncidence, me glissa-t-elle au téléphone, la voix rauque. Je ris, doucement, la vie est pleine de coïncidences, non? Comme ces 40 000 €, il y a 8 ans. Silence. Puis un clic. Le poison verbal avait frappé. Marc, lui, sombra dans la culpabilité. Si j'avais été là à Géniaïl. Je le consolais, le berçant comme un enfant, mais intérieurement, je comptais les points. L'audit à la banque avait révélé des irrégularités mineures, des frais non justifiés pour famille et son patron le convoqua. Du stress superflu, minimisai-je. Mais la graine de doute était plantée. Laurent, ce porc, commença à montrer ses crocs. Le mariage fut reporté, des rumeurs coururent sur ses affaires troubles. Élodie, affaiblie, se tourna vers Marc pour du réconfort et de l'argent, bien sûr. Juste pour les frais médicaux. Il hésita, pour la première fois. Demande à Laurent. Victoire minuscule, mais exquise. Moi, je continuais mon ascension. Mon roman avançait, un éditeur de chez Gallimard manifesta de l'intérêt. C'est autobiographique, demanda-t-il lors d'un café au Flore. Je souris, disons inspiré. La nuit, j'écrivais des scènes de revanche, où la narratrice empoisonne non pas le corps, mais l'âme de ses bourreaux. 8 mois après le brunch, la deuxième phase frappa. J'envoyai anonymement un dossier à la banque, copie des virements à Élodie, annoté de prénoms remboursés. Pas de crime, juste assez pour alerter les RH sur un conflit d'intérêts familial. Marc fut suspendu 1 semaine, le temps d'une enquête interne. Il rentra brisé, buvant du whisky pur dans notre salon. Quelqu'un me hait, murmura-t-il. Je m'assis à ses côtés, posant ma tête sur son épaule, ou peut-être que c'est le karma. Il sursauta, mais je changeai de sujet. Élodie, sentant le vent, tenta une approche. Un après-midi pluvieux, elle sonna à notre porte, Théo à la main. « Claire, on peut parler ?» On s'assit dans la cuisine, sous le tic-tac impitoyable de l'horloge. « Je sais que tu m'en veux pour l'argent. Mais c'était il y a si longtemps. Si longtemps. 8 ans de festering.
Et si je te disais que je vais tout rembourser? Petit à petit. Je la fixais, impassible. Trop tard pour les regrets, Élodie. Mais pas pour la vérité. Je lui tendis une enveloppe, des photocopies de ses textos, ses mensonges accumulés. Elle blêmit. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Juste que tu te regardes dans le miroir. Elle partit, défaite. Marc, apprenant l'échange, me confronta, tu la harcèles? Je ris, amer, harcèlement? C'est toi qui nous as harcelés, avec ta famille. La dispute éclata, enfin, crue et nécessaire. Il avoua, les dettes d'Élodie remontaient à l'enfance, un secret familial, un père absent, une mère suicidée. Je la protège d'elle-même. Protège. Le mot claqua. Et moi, qui me protège de toi? Cette nuit-là, pour la première fois, je dormis seul dans le salon, écoutant la pluie marteler les vitres. La revanche n'était pas finie, elle culminait. 9 ans. Le temps avait sculpté des rides sur nos visages, des cicatrices invisibles sur nos âmes. Paris, indifférente, continuait son balai effréné, touristes affluant vers le Louvre, klaxons furieux sur le périphérique, amour fugace dans les bistrots enfumés. Marc avait été réintégré à la banque, mais avec une démotion tacite vice-directeur au lieu de directeur, un titre qui sonnait comme une punition. Il rentrait au maintenant, cuisinant des ratatouilles maladroites pour se faire pardonner. Pardonner quoi? Les euros volés, ou les silences qui nous avaient étouffés? Élodie, elle, s'était effritée. Laurent l'avait quittée 6 mois après le brunch, emportant l'appartement et laissant une pile de factures. Théo vivait avec elle dans un studio exigu à la Villette, survivant de allocations et de petits jobs de serveuse ironie cruelle. Elle m'appelait parfois, la voix brisée, Claire, aide-moi. Pour Théo. Je raccrochais doucement, tu sais où trouver Marc. Mais Marc, échaudé par l'audit, avait gelé les virements. C'est fini, m'avait-il dit un soir, les yeux rougis par le vin. Fini. Le mot libérateur, trop tardif. Mon roman sortit chez Gallimard en grand format, avec une couverture austère, une tasse de café fêlée sur fond noir. Les dettes de sang devint un succès modeste, chroniqué dans le Figaro comme un thriller psychologique glaçant sur la trahison domestique. Les critiques louaient la narratrice, froide, calculatrice, impitoyable, une Bovary vengeresse. Lors d'une séance de dédicace à la Fnac terne, une femme d'un certain âge me glissa, s'est inspirée de votre vie? Je souris, disons que la fiction emprunte à la réalité. Marc, présent pour soutenir, pâlit en lisant les passages sur l'empoisonnement financier. Les lancements littéraires devinrent mon refuge. J'enchaînais les interviews sur France Inter, les dîners avec des éditeurs au Procope, où le vin coulait comme des aveux. Sophie, fière, me poussait, laisse-le, Claire. Tu mérites mieux. Mais partir? Non. La vengeance exigeait une fin en fanfare. 10 ans après le virement fatidique, j'avais dépassé mon délai, affinant le plan comme un diamant, l'opportunité surgit. Élodie, désespérée, proposa de vendre ses toiles pour rembourser une partie des dettes. Une exposition dans une galerie du 6e, sponsorisée par un mécène naïf. Marc, rongé par la culpabilité, insista pour y aller, c'est sa chance de rédemption. Rédemption. Le mot me fit grincer des dents. J'acceptais, bien sûr. La veille du vernissage, je préparais le coup final. Pas de poison cette fois, mais un virus numérique. Avec l'aide d'un étudiant en informatique, un gamin du lycée, payé en cachet pour un projet scolaire, je hackais le site de la galerie. Des faux témoignages apparurent, Élodie Duval, plagiaire notoire, ses toiles volées à des artistes morts. Ajoutées à des scans de factures impayées, leakées anonymement sur un forum d'art. Le matin du vernissage, la presse locale titra « Scandale à Saint-Germain, une artiste accusée de fraude ». Le chaos fut délicieux. Élodie appela en hurlant « C'est toi. Tu me détruis ». Je laissai sonner, savourant le silence. À la galerie, les invités défilèrent, mais les acheteurs potentiels fuirent comme des rats d'un navire coulant. Marc arriva, atterré, tentant de calmer sa sœur en larmes. « Qui a fait ça » balbutia-t-il. Je m'approchai, sereine dans ma robe noire, le karma, peut-être. Ou les dettes qui reviennent hanter. Ce soir-là, chez nous, l'affrontement culmina. Marc, ivre de rage, me gifla la première et dernière fois. « Tu es un monstre » cracha-t-il. La joue en feu,
je le fixais, non, je suis la conséquence. Tes choix, Marc. 40 000 €. Et tous les suivants. Je lui tendis une pile de documents, notre divorce prêt, notarié, avec une clause, il remboursait chaque centime, où je publiais le vrai roman avec nom changé. Il s'effondra, pleurant comme un enfant. Pourquoi? Je t'aimais. Aimais. Au passé. L'amour ne vole pas, Marc. Il protège. Je quittai l'appartement ce soir-là, valise en main, direction l'hôtel de Sophie. Dehors, la pluie lavait les rues, et pour la première fois en 10 ans, je respirais librement. Élodie, brisée, vendit tout, toile, meubles, illusions. Théo alla chez les parents Duval, elle entra en thérapie, un cycle fermé. Marc signa les papiers, ruinait mes vivants. Moi, je voyageais, Bretagne, pour voir mes parents, puis Lisbonne, où le soleil effaça les ombres. 11 ans. Paris m'avait rendu à moi-même, comme une mue abandonnée sur le quai d'Orsay. J'avais quitté le 16e pour un atelier lumineux à Montmartre-Ironie, le quartier d'Élodie jadis avec vue sur le Sacré-Cœur qui veillait comme un juge bienveillant. Les dettes de sang devint un best-seller poche, adapté en série par Arte, une héroïne froide, une famille toxique, des twists psychologiques qui laissaient les téléspectateurs pantelants. Les chèques d'avance royalty pleuvaient, je créai une fondation pour les femmes spoliées financièrement, les veuves de papier, du nom des relevés qui m'avaient sauvé. Marc. Il avait démissionné de la banque, ouvert un petit cabinet de conseil en Neuilly, solitaire et amaigri. On se croisait parfois, au marché d'Aligre ou lors d'événements littéraires, des saluts polis masquant les abysses. « Comment va Élodie » demandai-je, par courtoisie. Elle se remet. Théo grandit bien. Des nouvelles, comme des météores lointains. Pas de haine résiduelle, juste une cicatrice lisse. Élodie m'écrivit un jour, une lettre manuscrite sur papier ligné, postée de la Villette. Claire, je ne te pardonnerai jamais, mais je comprends. L'argent nous a tous tués un peu. Pardonne-moi, si tu peux. Je la lus au bord de la fenêtre, le vent automnal agitant les rideaux. Pardonne? Le mot flottait, insaisissable. Je rangeai la lettre dans une boîte, avec les autres reliques, le carnet de notes, le thermos du brunch, une photo de nous trois avant la chute. Sophie se maria, une cérémonie intime à la mairie du 5e, et je fus sa témoin en robe bleu marine, discours sur l'amour vrai, non transactionnel. Tu as survécu à l'enfer, me dit-elle après, un verre de champagne à la main. Survécu. Oui, et plus, j'avais transmuté la rage en art, la douleur en force. Un soir d'été, lors d'une promenade solitaire le long du canal Saint-Martin, je repensais aux hooks de ma vie, ce virement comme un poison initial, le café comme catalyseur, le scandale comme climax. La psychologie humaine, quand d'un poussé à bout, se replie sur elle-même, puis explose en une symphonie destructrice. J'avais été la victime, la vengeresse, la survivante. Et maintenant? Libre. Théo, 14 ans, m'invita un jour à son match de foot à Vincennes. Maman dit que tu es cool, dit-il, timide. Je vins, applaudi depuis les gradins, et pour la première fois, vis en lui non un pion, mais un espoir. Après, on mangea des glaces chez Bertillon, vanille pour lui, pistache pour moi. Tata, pourquoi maman et toi vous vous disputez plus, demanda-t-il, les yeux innocents. Je souris, les grandes personnes font des erreurs, petit. Mais on apprend. De retour chez moi, j'ouvris un nouveau carnet. Pas pour noter des dettes, mais des rêves, un voyage en Toscane, un second roman sur la rédemption. La nuit tomba, douce, et je m'endormis sans fantôme. 8 ans après le poison, 10 après le virement, la boucle se fermait. Pas avec un bang, mais un souffle, le vent de Paris qui emporte les feuilles mortes, laissant place à la lumière.